Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexis et avec Benjamin. Nous allons parler d'un projet étudiant qui s'appelle Wonder, The Path of Trust. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, est-ce que vous pouvez commencer par brièvement vous présenter ? Sachant que moi, je vais faire un pitch très rapide. Wonder, donc c'est quand même le jeu qui a gagné le concours It's Playtime, le tout dernier, qui a été organisé par Le Monde. Et donc voilà, c'est un FPS, donc un jeu en vue subjective. On a la possibilité d'incarner un personnage qui peut utiliser des éléments du décor. Le jeu est en noir et blanc. Et ces éléments du décor, qui sont des petites boules, dont on en parlera plus tard, permettent de créer des sons. Et ces sons créent un écho qui va afficher un petit peu l'environnement proche autour du joueur. Donc en gros, on est aveugle et on avance uniquement avec des petites entités qui créent du son. Donc voilà, le projet en lui-même donc a vraiment une direction artistique qu'il sort un petit peu du lot. Il est très très joli, vraiment très travaillé au niveau de ses visuels. Et le gameplay apporte cette idée qui est vraiment très originale et qui permet aussi de mettre en place une espèce de petite interaction avec un NPC qui communique avec cette créature. On a une vraie relation qui aura un impact sur la fin du jeu également. Donc voilà, donc moi j'ai fait le petit pitch un petit peu, donc vous savez de quoi on va parler. Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites exactement sur ce projet? Combien de personnes travaillent sur ce projet étudiant? Alors, moi c'est Alexis, je suis game designer et j'ai aussi travaillé au scénario donc, de Wonder, puisque les deux sont vraiment croisés. Enfin, il y a vraiment on a essayé d'avoir vraiment une symbiose entre les deux, donc voilà, c'était important sur ça. Ben, je vais te laisser parler de Moi c'est Benjamin, je suis chef de projet sur Wonder, c'est moi qui m'occupe de faire travailler ensemble tout ce petit monde. Voilà, on a commencé le projet, on était 6 et on est maintenant 7 pour essayer de le finir pendant l'été. D'accord. Et donc ce projet a été initié au sein de quelle école? Puisque c'est un projet étudiant. C'est un projet qui a été initié au sein de l'école de Nenjmin, voilà, l'école nationale des jeux et des médias interactifs numériques à Angoulême. Et donc ça a été créé en l'espace de combien de temps exactement et dans quel cadre au sein de l'école? Est-ce que c'était est-ce que ça validait une épreuve particulière? Est-ce que ça avait un nom particulier? Alors, à la base, Wonder était un projet que j'avais écrit pour le concours de l'Engmin, puisque pour le concours de l'Engmin, il faut présenter un projet il y a un thème imposé et il faut se réinterpréter ce thème et le développer, en faire une game doc. Okay. On a à peu près 1 mois et demi pour faire ça. Voilà, à la sortie, je suis arrivé avec une game doc d'une 40aine de pages. Le projet me plaisait bien dans son ensemble. Je me suis dit, on verra si un jour il y a moyen d'en faire quelque chose. Il y a le concours des It's Playtime qui s'est présenté. Donc en novembre, avec toute la promo, on a essayé de s'organiser pour présenter des pitchs, faire des équipes. Et je suis arrivé avec ce projet en me disant, s'il s'appelait à des personnes d'en faire quelque chose, allons-y. Okay. C'était très ambitieux, déjà rien que sur le papier, ça ressemblait plus à un triple A d'une dizaine d'heures, enfin voilà, et on se dit on verra comment on peut le réadapter, comment on peut le réutiliser, tout ça, mais non, c'était ça à la base. Après, on a pris la matière de base, enfin on n'a pas gardé le document tel qu'il était, on a pris la matière de base, on a beaucoup parlé. On a coupé des choses, on a dit ça, en fait, non, ça ne marchera pas. Enfin, il y avait aussi tout le recul de la période du concours, le début de l'année à l'Engmin, tout ça qui était passé. Il y a des choses, même moi, en ouvrant le document, je me suis dit, oulala, non, pas ça. Et donc voilà, non, on a vraiment travaillé en équipe. À chaque fois, le travail, c'était par rapport à l'expérience de jeu. Okay. L'expérience de jeu qu'on voulait produire chez le joueur. Qui était travailler sur la confiance, la méfiance, avoir une relation dynamique au cœur du gameplay, ne pas être dans quelque chose où on est spectateur, mais véritablement acteur de cette relation via des mécaniques de gameplay, via tous les éléments. C'était un peu notre phare vers lequel à chaque fois on se tournait, que ce soit pour le graphisme, pour la narration, pour les ambiances, pour les sons. Voilà, c'était vraiment un peu notre intention. Oui, c'est vrai que cette feature qu'on avait de révéler le décor petit à petit, c'est juste un enrobage finalement de notre core gameplay qu'est la relation. C'est vraiment voilà, on part de l'expérience, de la relation, et puis après on habille au fur et à mesure, quoi. Et t'as vu une image au début du projet, je me rappelle, qui était super intéressante. C'est, ok, on part, tu es aveugle, tu as un chien, mais maintenant on te dit ton chien n'est pas fiable. Qu'est-ce que tu fais? Et tout le jeu est basé là-dessus, voilà. Est-ce que la créature vous suivez vraiment fiable?
Est-ce que du coup vous pouvez parler un petit peu du scénario du jeu? Donc quelle est justement la relation qui est mise en place? Elle est mise en place entre quels personnages? On incarne qui exactement? Dans quel univers? Sans rentrer peut-être trop dans le détail, sans spoiler. Alors on se place dans un univers pré-antique. Ouais. L'idée était que ce soit dans toute la narration transmédia qu'on a fait pour la promotion du jeu, et même le jeu, on se place dans on va dire un mythe qui fricote un peu avec le mythe de l'Atlantide, vraiment voilà, les fondations de l'humanité, quelque chose qui aurait disparu, on était dans quelque chose comme ça, et on a un personnage qui, avec beaucoup d'autres, part à la recherche d'une source d'énergie pour éviter la pénurie d'énergie qu'il y a dans leur grande cité. Et finalement, il se retrouve tout seul, et il a un accident qui lui fait perdre la vue, il se retrouve dans ce sanctuaire. Et là, dans ce sanctuaire, il fait la rencontre de Homme. Homme qui est cette petite créature qui habite dans ce sanctuaire et qui émet naturellement des ondes, qui, elle, connaît bien le lieu et va l'aider à se déplacer dans le lieu et à trouver la sortie. Mais comme lui, il est là pour récupérer quand même une source d'énergie qui sont ces cristaux qu'on appelle les séphiras. En fait, c'est vraiment, on a mis en place la collaboration improbable entre le voleur du temple et le gardien du temple. D'accord. C'est ça. Elle est là sans spoiler, pour de multiples raisons. Elle tient absolument à ce que ce lieu soit préservé, que ces cristaux restent à leur place. Pour des raisons très précises, elle est très gardienne, très méfiante, et lui est véritablement là en pensant à sa famille, à ses proches, à son peuple, à se dire qu'il faut récupérer tout ça et que les gens en ont besoin. Et c'est comment, en fonction de mes actions, je vais faire varier la confiance et la méfiance de la créature. En fonction de ça, elle va nous amener sur des chemins plus ou moins dangereux. C'est-à-dire, si elle est confiante, elle va vraiment chercher à nous préserver, elle nous amener sur des chemins beaucoup plus sûrs. Si elle est méfiante, elle va véritablement chercher à nous amener dans des pièges ou à nous amener sur des chemins beaucoup plus difficiles. Et même tout simplement, il y a des moments où elle, en fonction de ce qu'elle fait, en fonction de ce qu'elle va, en fonction de la vitesse à laquelle elle va, elle génère chez nous, joueurs, de la confiance, de la méfiance. Je me dis, mais il y a toujours ce moment où on se dit, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'elle va pas m'amener dans un trou, dans un piège? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Et c'est pour ça qu'on peut aussi utiliser les cristaux qu'on ramasse pour générer des ondes sonores et percevoir l'environnement. Donc, le sous-titre du jeu s'explique clairement, The Path of Trust. Donc c'est un petit peu faire confiance à sa foi, donc de manière à pouvoir avancer et à prendre un risque. Et maintenant, justement, en termes de prise de risque, est-ce qu'elle était importante au moment où vous avez décidé de valider ce projet, de travailler dessus avec cette petite équipe qui s'est constituée autour? Et quel est l'outil que vous avez privilégié pour créer ce jeu? Est-ce que vous avez été confronté à des barrières, à des freins qui soient techniques ou liés au game design du jeu? Est-ce que vous avez rencontré de gros problèmes en le créant? C'est vrai que baser un jeu sur une relation, déjà, c'était un grand... Ouais. On s'en est rendu compte à la moitié, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est fou. Finalement, ça s'est bien passé. Oui, le premier écueil, ça a été de créer cet effet visuel qui est très visible dans le jeu, qui a pris beaucoup de temps, mine de rien. Ça a pris 1 mois et demi sur une production de 5-6 mois. Ça prend beaucoup de temps. C'est strictement que du code. Okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle un shader, en effet, qui s'applique sur les pixels en post-process. Vous avez utilisé quel logiciel pour le faire? On a travaillé sur Unity et c'est strictement un code shader qui s'occupe de ça avec des calculs de 3D, 2D que mon programmeur sait beaucoup mieux expliquer que moi. Mais ouais, c'est passionnant à découvrir. Non, les plus gros écueils qu'on a rencontrés, c'est sur nos connaissances propres, parce qu'à des moments, on s'est rendu compte, tiens, ça, on sait pas trop le faire, donc on se forme très vite, on essaye. L'animation du petit personnage, allez, c'est bon, ça marche. De l'IA, ah bon, voilà, on a essayé un truc, ça passe. Voilà, beaucoup d'inconnus en fait, on s'est juste jeté dedans en espérant... Et comment ça se passe quand tu dis on s'est jeté dedans? Est-ce que du coup vous allez voir un prof qui va vous expliquer? Est-ce que c'est d'autres étudiants qui vont venir participer, apporter leurs connaissances s'ils en ont? Est-ce que vous allez sur internet, sur des forums? Ça se passe comment justement pour acquérir ces connaissances? C'est un mélange de tout. Souvent on se base sur une connaissance en cours. C'est vrai que des fois on avait Louis, notre programmeur, qui descendait en courant. Ça y est, j'ai appris un truc qui va nous servir. Et qu'est-ce immédiatement. Myriam également aussi, avec ce qu'elle apprenait pour la modélisation des mains, je me rappelle, qui a été très stressé à ce propos-là. Voilà, il y a ça, bien sûr, il y a Internet qui est une source indispensable. Et c'est vrai, oui, on avait plusieurs équipes IP Time qui travaillaient en même temps sur des bureaux strictement à côté. Donc oui, ça a échangé sans cesse
C'était très stimulant de ce côté-là, oui, bien sûr. Il y a aussi la communauté qui nous suivait sur Facebook, qui suivait le blog qu'on avait mis en place, qui remontait des bugs voilà, que nous, on ne pouvait pas ouais. voir. Et même bien sûr. des choses tout simplement, genre là, j'ai pas compris. Ouais. Un truc tout simple de communication, de dire voilà, nous on veut véhiculer quelque chose, le joueur n'a pas compris, là il y a un problème, comment on le résout, tout ça. Et souvent en fait, souvent ce qu'on oublie, c'est-à-dire on est dans un contexte de formation, on est à l'école et même si au début on a fait ça à la maison et ensuite on a choisi de passer Wonder en plus des X Playtime en projet M1, c'est-à-dire présenté à la fin de l'année comme un de nos projets de l'année. D'accord. Enfin, on est toujours là à se dire le projet, et souvent on en oublie aussi le côté formation même, enfin des fois le public. Mais il y a toutes ces choses-là où on n'est plus dans, comme si on était des indies ou des indépendants avec leur studio à dire, alors que des fois on est là pour se dire aussi, ok, faut accepter de prendre des claques, faut accepter qu'il y ait des écueils ou qu'il y a des choses qui marchent pas, on ne sait pas tout, on n'a pas X années de carrière, on est là, on apprend, on met les mains dans le cambouis. Oui, non, c'est même, enfin, après moi je me rappelle, il y a des fois on se rajoutait des couches de travail tout simplement rien qu'au niveau de la langue. Au niveau de la langue, on était parti donc sur quelque chose de pré-antique. On s'est dit bon ben on est à l'origine, on va dire l'origine centralisée de l'humanité. Bon, ben on va essayer de trouver quelque chose. Il nous faudrait une langue parce qu'au moins c'est bien. Ça maquillait. Les langues. Voilà, mais après on s'est dit mais tiens peut-être avoir quelque chose. Et Benjamin arrivait en disant mais on peut utiliser l'espéranto, ça mélange toutes les langues du monde, tout ça. On a fait ok, bon ben on a pris l'espéranto, on l'a un peu nettoyé de tout ce qui était l'anglais, le français, enlevé certaines sonorités, voilà, vraiment particulières. C'est Alexis qui a fait les voix du jeu dans le jeu, donc oui, c'était Et indispensable. aussi, ça nettoyait, on va dire plutôt très bien mon jeu d'acteur qui est pas extraordinaire, mais voilà, l'idée était de travailler sur des sonorités, de véhiculer des émotions, de au moins sentir les intentions émotionnelles dans la voix. Après, le sous-titre est là pour tout ce qui est la compréhension. Mais voilà, déjà. Ça a été, comment se rajouter une bonne grosse couche de travail sur les enregistrements faits à la maison, écrire déjà les dialogues. On voulait quelque chose d'assez, pas avec des informations qui popent partout, mais voilà, ça c'était un parti pris, avoir beaucoup d'informations qui passent dans le dialogue entre ces deux entités. Dans l'animation, voilà. Dans la réaction du personnage. C'est ça, ne pas avoir des sortes d'icônes qui pop en disant voilà, vous devez faire ça, mais plutôt essayer de passer par le personnage qui comprend quelque chose, qui dit si je fais ça, ça risque de me poser. Enfin, toutes ces choses, de passer aussi par les fresques, raconter les choses par le décor. Ça a été une horreur parce que je me suis retrouvé confronté. En fait, je travaillais le trois quarts de mes level design sur une grande feuille blanche, sur une table lumineuse. Parce que comme sur la version du Display Time, c'était des étages, il fallait que je prenne en compte l'étage du dessus pour faire l'étage du dessous et ainsi de suite. Et en plus de ça, au cas où c'était pas assez de travail, je me suis dit, en plus de gérer la difficulté dans l'espace, pour ensuite balancer tous les plans à la graphiste pour qu'elle modélise tout ça, il fallait que je prenne en compte aussi la logique architecturale du lieu, l'histoire du lieu, et ça c'était fou. Voilà. Et à chaque fois c'était ça, on se rendait compte, on ouvrait une petite porte et on se rendait compte qu'il y avait un couloir gigantesque derrière en se disant mais si je fais ça, il faut que je rajoute encore ça, il faut que je rajoute encore ça, et si on veut que ce soit crédible, il faut rajouter ça, ça et ça, et on peut pas faire l'impasse sur ça, et après... C'est l'architecture, c'est comme tu crées ta maison et plus tu rajoutes de pièces, plus il faut les meubler. Non, mais il y avait des choses comme ça où on se disait on peut pas mettre un pilier, ça n'a pas de logique en termes de physique, ça va se casser alors que... Et on s'est donné beaucoup de mal à faire cette architecture et finalement on est aveugle dans le jeu. Voilà, c'est ça. On rappelle ça, on voit presque rien et c'est vrai que parfois on revient sur l'éditeur de niveau et on voit à quel point c'est grand et que dans le jeu on voit une toute petite partie. C'est aussi frustrant pour ça. Oui, on a amassé énormément de travail alors que le décor globalement, on n'est pas comme dans notre jeu où on a une perception totale de l'environnement. Là, non, je veux dire, si le joueur a la chance de balancer une Séphira pour voir à tel endroit, il verra ce qui s'y trouve, tout ça, mais sinon c'était au final c'était dans l'élan de la création et de la volonté de vouloir faire bien les choses, de vouloir faire des choses cohérentes et de ne pas se dire on va cacher un truc sous le tapis en espérant que le jour il va pas voir ça. D'accord. Du coup, quelle était l'importance du concours It's Playtime du monde là-dedans ? Donc, est-ce que
Est-ce que ça vous a boosté? Est-ce que le projet a été facilement présenté aussi au concours, puisque c'est un concours qui est ouvert à vos étudiants, donc à toutes les écoles qui peuvent exister. Donc ensuite, il y a une sélection. Est-ce que vous avez passé aisément cette sélection au sein même de l'école? Est-ce qu'il y a eu une sélection au sein de l'école? Ou est-ce que de vous-même, vous avez présenté le projet? Comment ça s'est passé exactement? La seule sélection au sein de l'école, c'est est-ce que le pitcher arrive à monter une équipe? Ouais. À partir qu'il y a une équipe, c'est bon. D'accord. Voilà, on s'est assuré aussi au sein de l'école que chacun est une équipe, chacun des personnes qui voulaient participer au concours est une équipe. Ouais. Puis à partir de là, on s'est retrouvé avec 6-7 projets, je sais plus Oui, exactement. oui, 7 projets. 7 projets, voilà, avec cette équipe complète de 6 personnes. C'était parfait, voilà. Ok. Et donc ensuite, à partir de là, donc vous êtes rentré dans le concours, vous avez donné des informations à tous les gens qui suivaient un petit peu le projet, qui allaient voter pour lui également, donc que ce soit via les réseaux sociaux, votre blog, etc. Et donc il y avait un constant échange comme ça un petit peu avec les futurs joueurs. Et est-ce que vous avez appris des choses pendant cet échange et la mise en place justement de ce projet et de le concrétiser à une date précise de manière à ce qu'il puisse être vu par le jury et par les gens du monde? C'était déjà clairement une source de motivation supplémentaire d'avoir un public en fait. Ouais. Et voilà, de faire une expérience de jeu pour un joueur, c'est mieux que pour un jury. Moi, j'ai une très bonne. Je pense que c'est une anecdote c'est vraiment ma plus belle anecdote de Wonder, c'est quand on était sur le préquel transmédia. Donc on avait un personnage fictif sur Facebook qui trouvait justement certains de ces cristaux, qui émettait des sons. Ouais. Il arrivait à retranscrire les voix. Ouais. Et ensuite, il prenait du temps pour le traduire. Okay. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est sur la page Facebook, le personnage dit voilà, j'ai réussi à retranscrire ça, et il balance le texte sur sa page Facebook. Phonétiquement, ça. Voilà, phonétiquement. Et je trouvais ça extraordinaire. Il y a des gens qui suivaient la page Facebook, le blog, et qui suivaient aussi ce personnage par extension, et qui se sont fondus dans le jeu, on va dire, flouer un peu les frontières, voilà. Et des personnes qui sont arrivées en disant oh, j'ai passé ça sous Google Trad et en fait ce qui se passe ça raconte ça. C'était très approximatif et un coup on a vu ça, on s'est dit mais et c'est là où c'est génial parce que le bébé nous échappe totalement, il a sa vie propre et les gens se l'approprient et prennent du plaisir en se l'appropriant. Et quand on a vu ça, et ils commençaient à rentrer dans le jeu comme ça, ah oui mais ça parle de ça et tout, mais il y a ça aussi, j'ai pas trop bien compris, il faudra voir la suite. Et en fait, c'est tout con, mais on s'y attendait absolument pas. C'est ça, on a beau aussi, et c'est une très belle leçon en termes de création, on a beau baliser, essayer, du moins, comme on disait, on a beau avoir l'illusion de maîtriser et tout, au final il y a toujours quelque chose et c'est les joueurs, le public qui est là et qui saute sur ça et qui en profite en fait. Okay. Mais c'est vrai, on avait prévu le coup quand même, on n'avait pas écrit toute notre narration transmédia, on avait juste écrit un fil rouge. Pour être sûr d'être assez souple si jamais il y avait ce genre d'imprévu, donc on a pu assez bien les absorber. Ouais. Mais c'est vrai, c'est très intéressant d'aborder la narration transmédia, parce que du coup il a fallu s'improviser acteur transmédia, parce que ce monsieur n'existait pas vraiment, il faut l'avouer maintenant, même s'il a une page Facebook. Donc il fallait se lever parfois à 4h du matin pour dire « Oh, j'arrive pas à dormir, regardez, j'ai envoyé un tweet et tout ». Oui, parce qu'il était en Antarctique, il fallait être logique. On avait réussi à le passer sur une base arctique quand même, qui avait à peu près le même fuseau horaire que nous. D'accord. On avait été très malins. Mais ouais, c'était vraiment très enrichissant. Même au niveau de l'écriture, je me suis remis légèrement à l'écriture sur la direction d'Alexis. Et rien que de réaborder ça, ça dérouille un peu et ça fait du bien. Ouais. Ensuite, sur le projet en lui-même, les plus belles leçons, c'est qu'il faut respecter absolument les petites milestones qu'on s'est fixées, donc les petites étapes. Et de beaucoup travailler pour les respecter, au lieu de respecter tout à la fin, de ne plus dormir, de se retrouver, 3 semaines en panique, en se disant mais on n'a rien de jouable, il faut qu'on se bouge, alors qu'on avait quand même derrière pas mal de temps. Si je me rappelle bien, c'était le 20 juin, et on arrivait le 1er juin, on n'avait pas grand-chose de jouable, à part le tutoriel du début, donc les 5-10 premières minutes, sur 40 finales. Voilà, on a réussi quand même avec l'aide du public, beaucoup à ce moment-là, parce qu'on a dû envoyer une première version, le 9. Et là, les retours qui tombent sur Facebook très rapidement, les gens qui disent « je suis bloqué là, là la statue, je peux pas trop pousser, ou les mis trop contre le mur », hop, on décale légèrement, et voilà. Okay. C'est vraiment à partir de ces premiers retours où je crois qu'on a livré du coup presque une version par semaine, en disant à chaque fois « on vous a entendu, on a corrigé ça, ça, ça et ça, maintenant dites-nous ce que vous en pensez ». Et il y a plein de gens du coup qui ont joué à toutes les versions, qui nous ont fait à chaque fois des retours intéressants. Ouais. Mais après, c'est ça aussi, savoir prendre ce que nous renvoie la communauté, comme quelles sont les choses pertinentes, quelles sont les choses de l'ordre de j'aime, j'aime pas, et ça, on peut
pas y faire grand-chose. On propose un parti pris sur certaines choses, et que la personne aime, tant mieux. Que la personne n'aime pas, ça c'est... Ça va pas forcément modifier complètement. Voilà, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les choses de « j'ai pas compris pourquoi choses tout bêtes, moi, je vois quand j'écris et qu'il y a quelqu'un qui lit, qui me fait « je comprends pas pourquoi le personnage il fait ça », là je me dis « ok, il y a un problème, il y a quelque chose à travailler, à pousser, quoi ». Et pareil dans le jeu vidéo. Donc, Et donc du coup, avec cet échange, avec les joueurs, avec le fait d'avoir gagné le concours It's Playtime du monde, c'est fini. Donc vous avez, ok, Wonder, le projet est fait, vous l'avez mis dans une petite case, ça fait partie de votre parcours étudiant, et puis là vous êtes passé à autre chose. Ou est-ce que vous continuez à travailler dessus? Alors, je sais pas, quelles sont vos intentions maintenant avec ce jeu? On a vite organisé un post-mortem dès qu'on avait envoyé le jeu en fait au It's Playtime. Donc on s'est dit, ça n'a pas fonctionné là-dessus on n'est pas trop satisfait, la prochaine fois si on travaille ensemble, on essaiera de faire comme ça pour que ça aille mieux. Et là on s'est dit quand même, il y a plein de trucs qu'on a dû mettre de côté, qu'on a bien envie de refaire. Et on a eu le conseil d'un de nos professeurs, Thierry Perrault, à l'école, qui nous a recommandé, il faudrait peut-être tenter l'IGF étudiant. Du coup voilà, cet été on s'est mis un gros coup de motivation, on est reparti de plus belle directement pendant nos stages. On était éparpillés aux quatre coins de la France, et voilà, on s'est vite fait une liste d'objectifs, voilà ce qu'il nous faut pour le 31 octobre. Donc on a travaillé tout l'été dessus, et ça continue encore, là on a encore 3 semaines à travailler très activement, qui vont ressembler aux 3 semaines qu'on a fait en juin, je pense. Oui, c'est ça, parce qu'on a multiplié, en fait, au lieu de se dire on rajoute des petits trucs, je crois qu'on a multiplié le jeu par 2. Malgré, on est toujours attentif à dire, est-ce qu'on est raisonnable, Alors j'étais là, oui, c'est raisonnable. Et en fin de compte, quand j'ai vu les nouveaux ajouts en 3D notamment, c'est une fois qu'on a la vision en fait, visuelle du truc, qu'on se dit, oups, j'aurais peut-être dû dire non à ça et ça. Maintenant que c'est engagé, c'est un petit peu tard. Ouais. C'est vrai que après, au bout d'un moment, ça fait un tout. Si on enlève des choses, c'est plus aussi bien. Ouais. Aussi, des choix qu'on a dû faire par rapport au It's Playtime, par rapport au temps qu'on avait sur l'année qui est passée, c'était qu'on était resté outre la relation, la gestion de cette relation par rapport aux ressources, on était très axé plateforme, c'est-à-dire au niveau du timing, au niveau de la perception, au niveau de la distance, et ça, on a aussi fait pas mal de compromis. Et il y avait plein de choses qui étaient autres que de la plateforme qu'on s'est permis de rajouter là, c'est-à-dire l'utilisation on va dire beaucoup plus jouer sur l'appréhension du joueur par rapport à des sons, par rapport aussi à la présence de ce qui pourrait lui identifier comme des pièges, qui peuvent l'être à certains moments, qui peuvent ne pas l'être, mais il faut vraiment observer de façon sur certains détails pour pouvoir juger. C'est vraiment jouer avec en fait, c'est vraiment titiller le joueur sur fais gaffe là. Enfin, on a un très bon exemple, c'est marcher sur une sorte de pont en bois et travailler sur les sons pour rien que sur qu'est-ce que va ressentir le joueur qui se dise « Ah non, là j'arrête, j'avance pas plus » ou « Comment je fais ?» Mais juste sur ça. Et des fois, c'est ça, on s'amuse à piéger le joueur. Mais oui, pourquoi la créature fait le tour alors qu'il y a un pont qui va tout droit et qui va au même endroit et qu'il y a juste la sortie juste devant moi, pourquoi elle fait le tour, elle cherche à m'amener dans un piège. Enfin voilà, jouer sur toutes ces choses-là. Alors oui, bien sûr, à des moments, on joue clairement sur le côté « Ah mais c'est pas ça » ou d'autres « Ah c'est ça », mais on a essayé de distiller... Et donc du coup, est-ce que c'est le contact que vous avez engagé avec les joueurs à l'occasion du concours, c'est poursuivi maintenant pour le concours de l'IGF? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces gens qui ont regardé un petit peu votre jeu, qui ont fait évoluer les builds, qui ont fait part de leurs retours, des bugs, etc. Tout doucement, oui, on a essayé de maintenir ça. D'ailleurs, on va... qui est toujours là. Oui. Vous n'êtes pas complètement maintenant Non, mais ça va repartir de plus belle très prochainement. Il y a aussi des personnes qui s'ajoutent, qui s'intéressent, qui ont entendu parler du projet, qui l'ont essayé. Même nous, on l'a vu aussi par rapport à nos M1, donc ceux qui arrivent cette année à l'Engmin, qui viennent nous voir en disant « Oh, vous avez fait ça, et comment vous avez... » Et donc, c'était pas nécessairement des gens qui nous suivaient sur Facebook ou même sur le blog pendant toute la période de prod, mais c'est des gens qui, après le concours des It's Playtime, tout ça, après notre volonté de dire « Oh, on va en faire plus », tout ça, ont commencé à s'y intéresser et à mettre les doigts dedans, à même y jouer, tout ça, et à continuer à nous en parler. Donc, très bien. Et donc du coup, Wonder, A Path of Trust, est-ce que aujourd'hui les gens qui regardent cette émission peuvent télécharger la démo quelque part? Est-ce que c'est toujours accessible? Est-ce que la démo du coup, le jeu en tout cas, qui sera téléchargeable, c'est la version qui correspond à celle du concours It's Playtime du monde? Ou est-ce que c'est celle qui correspond à une évolution de cette version et qui est celle qui sera présentée à l'IGF? Pendant le concours, on a dû tenir un blog qui nous a été prêté par Le Monde. Ouais. Ils nous ont
gentiment laissé l'accès à ce blog, donc on se sert vraiment de ça pour distribuer d'autres versions. Ouais. Et oui, donc il y aura un bel article qui dira la nouvelle version est disponible, mais sinon, oui, toujours en haut à droite, il y a marqué vous pouvez télécharger ça sur PC, exactement. Ouais. Vous pouvez jouer ça sur PC, voilà, on espère faire un export Mac, un export Linux, parce que ça devient la mode avec Steam. Il y en a qui voudront. Il y en a qui voudront, évidemment. Voilà. Par contre, ce qu'on risque de perdre, c'est la version qui est jouable en ligne directement, parce qu'on a eu une pression de notre sound designer de changer de moteur son. Voilà, donc il est très content. On a des sons qui sont beaucoup mieux, et c'était déjà la force de Wonder, ça va être encore mieux. Mais voilà, ce sera déjà plus jouable là-dessus. Et ce sera aussi présent dans le petit bundle qu'on est en train de composer au sein de Engmin. Voilà, on est en train de travailler sur le Engmin Bundle, donc le premier regroupement des jeux faits en M1 au sein de l'école, qui seront disponibles gratuitement courant le mois de novembre. Okay. Voilà, c'est l'histoire de faire parler de notre école. On est fiers de notre école. On aimerait, les professionnels connaissent, la presse connaît, je pense. Pour le grand public, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, on n'a pas les moyens, nous, de se payer des publicités sur jeuxvideo.com ou sur Canard PC. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est faire parler de l'école via ce qu'on sait faire de mieux, via des jeux. Okay. Donc voilà. Et aussi, c'est une très bonne idée. Par rapport à l'organisation des jurys, souvent ce qui se passe, c'est une personne qui vient, qui teste le jeu, et les autres qui sont spectateurs. Alors qu'on fait du jeu vidéo, et il faut prendre les choses en main, et expérimenter le jeu, le tester, et plutôt que de se dire ah je vois comment l'autre joue, alors que non, c'est vraiment notre appréhension propre. Et ça, voilà, c'est aussi pour les professionnels qui sont là dans le jury, qui sont là pour les présentations, aussi l'occasion pour eux de leur dire ben voilà, vous pouvez voir tout ce qu'on a fait, les descriptions, les trailers, les walkthroughs, mais aussi prendre le jeu vous-même, le prendre en main. Pareil pour les personnes de la presse et pareil pour les joueurs. Et aussi c'est une occasion de dire ah ben vous avez entendu parler de tel projet, mais regardez, il y a aussi ça et ça. Et sur les années précédentes, ça on espère que ça va continuer et que ça fasse aussi regarder ce qui s'était passé sur les années précédentes avec ça. Pour créer un vrai rendez-vous annuel. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une bonne idée. Donc aujourd'hui, vous pouvez télécharger la démo de Wonder Path of Trust sur le blog qui est hébergé par le site du Monde. Et donc avec le bundle qui arrivera courant novembre, on devrait pouvoir avoir accès à la toute nouvelle version de Wonder qui aura été présentée à l'IGF. On espère que vous allez aller le plus loin possible dans ce concours. Je vous remercie énormément d'être passé, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Paris, dans nos locaux ici, pour partager un petit peu votre expérience de développement. Et puis Wonder, moi c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de tester, que j'ai vraiment trouvé excellent. Donc je suis ravi de pouvoir bientôt découvrir une nouvelle version avec de nouvelles choses et plus de contenu encore. Donc encore merci et on se retrouve très bientôt pour un nouvel Extra Life.